consacré à des personnes qui ont envie de s'engager dans des jurys, puisque vous savez, il y a un certain nombre de jurys qui existent maintenant pour le guidage, pour le tatouage, etc. Et c'est intéressant d'apprendre un petit peu à formuler ces commentaires de dégustation. Donc je trouve que c'est une bonne idée qu'elle ait pris l'initiative de ce genre d'intervention dans un haut lieu de la culture. Et d'ailleurs, vous le savez sans doute, le célèbre Jean Lenoir a commencé comme patron de la maison ou sous-patron de la maison de la culture de Châlons. On ne s'est pas beaucoup préoccupé des caractéristiques du lieu où pousse la vigne et ce lieu qui génère une originalité gustative. Ça, c'est un phénomène relativement récent parce que l'analyse sensorielle, qui est la façon dominante aujourd'hui d'aborder le vin en privilégiant donc l'olfaction, eh bien, on est surtout avec l'analyse sensorielle dans la dimension organique du vin, c'est-à-dire ce que le vin produit, en particulier grâce à la photosynthèse. Et donc on est plus dans l'élément manifeste du vin plutôt que dans l'élément sous-jacent, un peu comme l'iceberg. Hein, on voit la partie immergée, mais on ne s'intéresse pas forcément à ce qu'il y a dessous. Et justement, ce qui est important de plus en plus aujourd'hui, c'est qu'il y a un renouveau pour l'intérêt, pour la compréhension, la connaissance du lieu. Et c'est pour ça qu'on a rebaptisé avec Henri Jaillet la dégustation des gourmets, on l'a rebaptisé géosensorielle, c'est-à-dire une dégustation qui se préoccupe de l'originalité du vin plus que de sa dimension olfactive. Et donc tout à l'heure, en dégustant, j'essaierai de vous initier à la façon dont dégustaient les gourmets pour justement se préoccuper de la singularité de chaque vin. Années 70, 80, c'était la belle époque, on faisait de la dynamique de groupe, etc. Et on gagnait beaucoup de sous à faire ça. Puis moi, j'achetais tous les grands crus. Mais j'étais déçu par le Montrachet, le Chevalier Montrachet, le Coton Charlemagne, le Richebourg, le Clos Vougeot, tout ça. Dans les années 70, 80, ça se ressemblait. Il fallait regarder l'étiquette pour avoir les différences, mais au goût, tout était pratiquement pareil. C'était du pinot, insipide, etc. J'exagère à peine. À Pouilly, c'était, comme disait mon ami Robert Lautel, des vins devenus faits pour bu et pisser sur le champ. Tellement c'était insipide. Vous voyez, on avait perdu la notion de sapidité. Et donc, quelqu'un me dit, il y en a encore quelques-uns quand même qui font bon dans la côte, en particulier un dénommé Henri Jaillet. Et quand j'arrive chez Henri Jaillet, je ne savais pas, je ne connaissais pas Henri Jaillet, je ne savais pas qui... Puis d'ailleurs, à l'époque, personne ne savait qu'il faisait du grand vin. Très peu de monde, si, des Japonais, des Américains, quelques Anglais, mais en France, personne, très peu de gens, si, quelques grands restaurateurs, dont un pas très loin de chez vous, le célèbre Chapelle. Chapelle qui adorait les vins d'Henri Jaillet. Il y avait quelques grands noms, Georges Blanc aussi, qui adorait les vins d'Henri Jaillet. Et donc la première fois où je vais chez Henri, je m'aperçois qu'il n'y a que du fût neuf. C'était un tout petit domaine, 4 hectares. Mais que du fût neuf dès l'appellation village. Ah, Et puis, on arrive au Richebourg, parce qu'à l'époque, il était le fermier de Méo, donc il avait le Richebourg de Méo. Donc je me dis, après le Richebourg, terminé. Penses-tu? Après le Richebourg, il me fait goûter un vin qu'il appelle Gros Parentou. Il me dit, c'est un premier cru. Je dis, moi je ne connais pas ce grand cru. Il me dit, vous ne pouvez pas connaître ce grand cru, c'est pas un grand cru, c'est un premier cru. C'est mon Gros Parentou. Alors voilà un gars qui, non seulement élève tout 100% fût neuf, et puis qui fait goûter un premier cru après un grand cru. Donc ça m'interpelle, donc je veux le revoir, ce gars-là.
Et il m'explique, la deuxième fois, qu'il laisse faire la nature. Il laisse faire la nature. Ça m'a beaucoup, beaucoup marqué, parce que j'avais eu la chance de connaître, moi, André Gorz, l'inventeur de l'écologie politique, et Dumont, l'initiateur de l'écologie tout simplement, en 68, quand j'étais étudiant, et on faisait un tas de choses, on refaisait le monde, et en particulier, on écoutait avec beaucoup de passion Dumont qui disait « l'agriculture va dans le mur, si ça continue comme ça, on va droit dans le mur ». Donc du coup, je revois mon Henri Jaillet quelques temps après, et c'est là qu'il me dit « c'est tout ça. Si mes vins sont bons, je laisse faire la nature. » C'est moi qui l'a planté. Et je l'ai planté en 50, et j'ai attendu 78 pour le reconnaître en premier cru. Avant, je le mettais dans ma cuvée ronde de Vaulne. Et maintenant, depuis le millésime 78, donc là, j'en parlais récemment avec Jean-Nicolas Méot, je crois que j'ai eu la chance de boire pour la première fois le Cros Parentou 78, nouveau vin qu'Henri Jaillet mettait en selle, et issu de plants plus intéressants que son Richebourg, même s'il trouvait le Richebourg très très bien, mais il me dit, tu vois, ce qui compte, c'est l'adéquation entre ton pied de vigne et ton lieu. Mais pour que ton lieu donne le maximum de ce qu'il peut donner, il faut que tu lui mettes un pied qui tienne la route. Et c'est là qu'il m'a expliqué qu'il était contre la sélection clonale, qu'il était pour la sélection massale. Et d'ailleurs, 30 ans après, sous la houlette d'Aubert de Vilaine et de Denis Fetzmann, les vignerons bourguignons conscients, pas tous, mais les vignerons conscients sont en train de refaire un conservatoire d'épinaux les plus intéressants, de façon à abandonner le clonal pour renouer avec le massal, c'est-à-dire trouver le meilleur plan pour exprimer le mieux possible le terrain. Il me dit, tu comprends, avec les clones qui nous balancent maintenant, les raisins, certes, ils sont gros, etc., mais les pépins et les peaux ne sont pas mûrs. Et ça aussi, maintenant tout le monde le sait, mais à la fin des années 70, début des années 80, personne ne s'intéressait à la maturité des peaux et des pépins, on ne s'intéressait qu'à ce qu'on appelle la maturité technologique, c'est-à-dire le sucre et l'acidité. Sucre que vous pouvez arranger avec la chaptélisation, acidité que vous pouvez arranger avec l'acide tartrique. Tanin de piètre qualité que vous pouvez enrichir avec des tanins industriels. Donc Henri m'a expliqué que l'œnologie faisait fausse route, et il m'a sorti une formule extraordinaire que j'ai popularisée. Tu comprends, l'œnologie, il faut la connaître, il faut vivre avec son temps, il faut connaître l'œnologie, mais pour apprendre à s'en passer. Et s'apprendre à s'en passer, c'est trouver le bon pied pour exprimer le bon lieu et faire tout ce qu'il faut pour que le lieu fonctionne le plus naturellement possible. C'est-à-dire que lui, il n'a jamais mis de potasse. Il a essayé les fongicides, mais il s'est aperçu que l'année suivante, il fallait en mettre plus, etc. Donc il a arrêté les fongicides. Herbicide, coup de chance, il avait 4 hectares et sa femme, donc pas d'herbicide. Fongicide, comme il n'a pas mis de produits chimiques, d'engrais chimiques, etc., les vignes n'avaient pas trop soif. Donc il n'a pas eu besoin d'utiliser les fongicides. Et il était le premier d'ailleurs, après quand on a fait venir dans les rencontres Henri Jaillet qu'on organise avec des vignerons, on fait venir un intervenant, etc., il a tout de suite compris, lui, ce qu'on appelle la mycorhisation. Aujourd'hui, ça y est, tout le monde est revenu à l'intérêt pour la mycorhisation. C'est-à-dire que naturellement, ça mycorhise. Les forêts, si ça fonctionne, c'est parce qu'il y a de la mycorhisation. Les vignes, si ça fonctionne bien, c'est parce que ça mycorhize. Il y a 20 ans, personne n'entendait parler de mycorhize. En passant devant le bâtiment de l'INRA, il y a quelques semaines, je m'aperçois qu'il y a un grand panneau qui indique ce que fait l'INRA en ce moment. Et je vois avec plaisir, ça y est, on s'intéresse à la mycorhize et on dit que c'est comme ça que ça fonctionne naturellement, etc.
Alors qu'il y a 30 ans, ils ont viré Claude Bourguignon, enfin plutôt exactement, Claude Bourguignon est parti de l'INRA parce que l'INRA avait complètement oublié, mis de côté la microbiologie des sols. Et heureusement, 30 ans après, l'INRA s'intéresse à nouveau à la microbiologie des sols et en particulier à la mycorhisation. Donc la biodiversité, et j'en termine là-dessus, puis je vous donne maintenant le descripteur du gourmet pour passer à la dégustation. Donc pourquoi j'insiste sur biodiversité et valorisation des goûts de lieu? C'est parce qu'on a l'expression du goût de lieu dans le vin, à condition, de faire pousser la vigne, pour le grand vin, s'entend. Pour le vin ordinaire, on s'en fout, on porte la vigne n'importe où. Mais pour le grand vin, il faut planter la vigne dans le bon lieu pour avoir du grand vin. Je ne résiste pas au plaisir de ce que Henri a transmis sur cet thème-là, Didier Dagneau. Didier Dagneau, qui était mon pays, malheureusement il s'est tué en ULM. Didier Dagneau, dans les années 80, veut faire du grand vin. Il me dit, Jacques, il faut que tu m'emmènes voir tous les grands vignerons de Bourgogne. Alors, je l'ai bien sûr emmené chez Henri Jaillet, mais le premier coup on arrive chez Henri Jaillet, on avait 2 heures de retard, et Henri me dit, Monsieur Rigaud, à l'époque, on se voyait encore, quand on dit 18 heures, c'est pas 20 heures. Bon, rentrez quand même, parce qu'il y avait un jeune vigneron qu'Henri aimait bien, et puis il a reçu Didier à toute vitesse. Mais tu reviendras. Donc Didier, le faire bon à Pouilly. La première chose, c'est pas comme j'ai vu, parce qu'Henri faisait partie d'un petit groupe où il faisait des visites de vignobles de temps en temps. Ils étaient allés à Sancerre et à Pouilly quelques mois avant. Il avait vu des rendements de 150 à 200 hectolitres hectares. C'est vrai. Moi, j'ai un de mes bons copains mignons, il avait 3 caves, et il n'avait pas peur de nous... C'était illégal, bien sûr, mais de nous dire, voilà la vraie, l'officielle, la deuxième, semi-officielle, et quant à la troisième, c'est sous le coude, hein, tu sais bien. Bon. Donc, Henri dit à Didier Dagneau, si tu fais 150 à 200 hectares, ça ne marchera pas. La deuxième chose, là-bas, comme ici, tous les lieux ne se valent pas. Et la troisième chose, il ne suffira pas de faire bon, encore faudra-t-il bien élever tes vins. Parce qu'à l'époque, plus personne élevait en fût à Pouilly à Sancerre. Il y en avait que pour la cuve inox. 10 ans après, le nonon de Didier Dagneau prend sa retraite. Il a 3 héritiers, 3 neveux, c'est un vieux garçon. Didier et 2 cousins, je connais bien aussi. Didier, royalement, il dit à ses 2 cousins, il prenait ces vignes-là, et lui, il prend la vigne la plus difficile à travailler. Et ses 2 cousins, le silex, le fameux silex de Dagneau, il en avait déjà un petit bout, mais grâce au nonon, il retient ce haut lieu de Pouilly, un des plus hauts lieux de Pouilly. Vous voyez le message d'Henri Jaillet 10 ans avant, tous les lieux ne se valent pas. Et bien Didier, royalement, il laisse à ses 2 cousins les vignes les plus faciles à travailler, mais de niveau régional, village à tout casser. Et lui, il se garde la parcelle qu'il appelle silex, où là c'est du niveau grand cru. Et puis, la troisième chose, il ne suffira pas de bien faire, il faudra bien élever tes vins. Donc, ce message d'Henri Jaillet est essentiel. Il faut respecter les lieux, il faut bien les travailler pour que ces lieux, naturellement, donnent un raisin qui arrive naturellement à maturité physiologique optimale, et du coup, en vinification, en cuverie, c'est une de ces autres grandes paroles, il suffit d'être feignant. Il faut être feignant en cuverie, il faut laisser faire. On travaille à la vigne, et si le raisin arrive à la maturité des peaux et à la maturité des pépins, eh bien le processus de fermentation se fait, et le vin exprime l'originalité de son lieu.